Thank you. Thank you for inviting me. So I will speak in French. Maybe it's easy for me. And for the table ronde, I will try to speak in English. J'ai appelé cette intervention du brin d'herbe à l'horizon pour dessiner la ville par le paysage. Je ne suis pas une théoricienne. Comme l'a dit Karine, j'aborde plutôt la vaste question du paysage à partir de mon expérience et celle faite avec mon équipe, celle d'une pratique de paysagiste sur la fabrique des projets urbains que j'ai menée donc avec mon équipe. Aujourd'hui, je souhaiterais partager cette conviction que nous pouvons aussi dessiner la ville de demain par le paysage, si l'on considère le paysage comme un point de départ et non pas comme une résultante. Alors, les villes, longtemps, se sont étendues en repoussant toujours plus loin leurs limites. Cette croissance a engendré de vastes zones périurbaines, grignotant peu à peu l'espace naturel et l'espace agricole. Il y a les crises économiques, climatiques, l'évolution des modes de vie et de transport ont laissé derrière elles de larges friches industrielles, portuaires, ferroviaires, qui sont devenues des réserves foncières dans les villes, et donc, pour les urbanistes, les paysagistes, des opportunités pour inventer de nouvelles configurations urbaines et paysagères, et des figures paysagères. Alors, aujourd'hui, la densité n'est plus une option, c'est une nécessité. Mais il ne s'agit pas simplement de la produire, encore faut-il la qualifier. Et je pense qu'en ça, le paysage et l'espace public sont des éléments qui permettent de définir et de préciser cette qualité. En effet, depuis 2023, la loi en France, la trajectoire ZAN, le zéro artificialisation nette, a fixé l'horizon de 2050 pour la désimperméabilisation des sols dans les villes. L'aménagement des villes appelle à la création de nouvelles centralités où l'espace public paysager ne joue plus un rôle secondaire. Il devient le socle, l'élément fédérateur des projets de rénovation urbaine. Le besoin de nature des citadins, c'est un besoin qui est exprimé depuis le XIXe siècle avec la création des parcs dans la ville dense, industrieuse. Pour donner un sentiment, à cette époque-là, on voulait donner un sentiment de nature dans la ville. On était bien loin des questions environnementales auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Il revient donc à la pratique paysagère de concilier nature et forme urbaine, d'articuler les dimensions idéologiques comme la préservation de la biodiversité, la résilience écologique et territoriale, le respect de l'environnement, avec une place élargie donnée au vivant, qu'il s'agisse de l'eau, du végétal, de l'animal ou des activités des humains. Alors, en quoi le paysage peut rendre la ville vivable et singulière ? Alors qu'on constate que la globalisation tend à uniformiser les villes, le paysage a le pouvoir de les ancrer dans leur contexte, de les rendre singulières de fait de leur contexte, vivables, agréables, et même elles peuvent nous surprendre. Ariela Mazbounji parle d'une ville patiente, pas ennuyeuse. Et Alexandre Chametov parle d'une ville patiente. En effet, la lenteur du paysage contraste avec le rythme effréné de la ville et de ses logiques financières. Le paysage, lui, par son dessin ouvert, inscrit le changement dans le temps, oriente sans rien figer et permet d'échapper à l'ennui d'une ville finie. Favoriser les conditions du développement du vivant offre évidemment une offre enthousiasmante pour penser l'évolution urbaine,
intégrer les impératifs écologiques, gestion de l'eau, saisonnalité végétale, nature des sols, enrichit la conception urbaine, à condition de prendre appui au préalable l'émotion que suscite le paysage et ne pas oublier ces émotions premières qu'on ressent quand on découvre des lieux, une ville, chacun à sa manière avec son bagage. L'histoire de notre rapport au sol illustre aussi cette évolution. Au XIXe siècle, il s'agissait d'embellir la ville par des parcs, par des perspectives, par des alignements d'arbres. Dans les années 70, les villes nouvelles périphériques autour des grandes villes ont massivement consommé la terre agricole. Et depuis 25 ans, on refait la ville sur la ville. La reconquête des friches a permis de faire la ville sur la ville et en restaurant les sols abîmés. Avec la loi du 22 août 2021, Climat et résilience, c'est la première fois qu'on donne une définition du sol et de ce qu'est l'artificialisation qui porte atteinte à la fonctionnalité du sol. La ressource du sol est devenue épuisable, tant du point de vue foncier que du point de vue de sa fertilité. Le sol vivant est désormais reconnu comme une ressource fragile, limitée, dont la fertilité doit être préservée. Alors, cette prise de conscience aujourd'hui conduit à penser les projets à travers l'économie des ressources, celle de l'eau, travailler avec ce qui existe, recycler, réemployer, renaturer. Cette dimension technique est essentielle. Je l'appelle technique, je ne sais pas trop le terme exact, mais elle ne saurait remplacer la culture et la démarche propre au projet de paysage. Pour cela, la contextualisation est essentielle. Le contexte est essentiel pour fonder le projet de paysage. Il n'y a pas, je dirais qu'à l'agence, il n'y a pas de marque de fabrique. À chaque territoire, il y a un projet qui est une réponse spécifique au lieu sur lequel on intervient. Le projet de paysage repose sur une sensibilité à saisir le proche, le lointain, à les restituer au sein d'un même espace. Le paysage est un art d'aménager le vide entre l'entre-deux du bâti, dans un constant va-et-vient entre les échelles, en allant du petit au grand, du proche au lointain, du passé à l'avenir, du visible à l'invisible. Cette inversion du regard, de l'un vers l'autre, permet de relier le projet à son environnement le plus vaste possible, histoire, morphologie, contraintes, héritage, économie. Le projet urbain naît de cette approche globale et transversale par la création de relations entre chaque élément. Les sites, qu'ils soient sublimes ou délaissés, portent toujours les traces du temps. Lire leur structure paysagère, hydraulique, végétale, sociale, c'est s'appuyer sur un héritage en mouvement. Je cite encore Alexandre Chemetov qui disait « Le territoire est en perpétuel devenir et le sol nous donne en héritage les lois de sa transformation. » Et puis, j'insisterai aussi sur une autre dimension qui est pour moi importante, c'est la subjectivité du paysage. Le paysage n'est jamais perçu de la même manière. Le paysage des uns n'est pas le paysage des autres. Il est le fruit d'une histoire, d'une culture, d'occupation humaine et de représentation collective. Le projet de paysage doit intégrer cette dimension subjective en croisant culture sensible et données scientifiques, techniques, sociales, historiques. C'est de cette analyse des couches superposées que naît un regard, et de ce regard, à son tour, fabrique le paysage. Alors, je présenterai quelques projets pour illustrer un peu toute cette profession de foi, je ne sais pas. Parler d'une manière de faire. Comment faire la ville sur la ville? C'est concevoir un espace public paysager
qui donne aux habitants à la fois le sentiment d'appartenir à un territoire et le plaisir de vivre ensemble. Donc 5 dimensions pour construire ces projets. Oh, excusez-moi, je n'ai pas mis l'image qui parle quand même du vivant et de toutes les échelles et du travail du petit au grand qui est propre à chacun des projets. Donc une image de Dürer où dans cette petite motte, ces brins d'herbe, se passe un monde infini, vivant, et puis celui de ce qui se passe dans le sol, d'aller du premier plan jusqu'à l'horizon pour construire notre rapport et cet ancrage qu'on peut avoir au paysage. Alors donc, je reviens à mes 5 dimensions. L'ancrage de chaque projet dans son territoire. Michel Corajou parlait d'entrer en conversation avec lui, à la fois de manière sensible, mais aussi de manière cognitive. La deuxième dimension, les tracés pour tisser des liens physiques et visuels, pour retrouver des continuités, pour en créer de nouvelles, et pour ouvrir des vues de manière à ce que dans chaque projet, on se sente enveloppé, appartenir à un lieu, que ce soit Paris, Nantes ou d'autres sites. La troisième dimension, c'est la topographie, parce qu'elle nous permet de modeler, de rendre les sols accessibles, de créer du lien, bien sûr, et de rendre aussi les sols fertiles. La quatrième dimension, c'est accueillir le vivant, le monde du vivant, dans une double approche à la fois culturelle et environnementale, ne pas être que simplement orienté que sur l'écologie. On a toute une culture, chaque projet, chaque site a une histoire. Et enfin, accueillir la diversité des usages qui répondent aux attentes contemporaines, organiser la mitoyenneté, l'échange et la vie sociale au cœur des villes. Enfin, la cinquième dimension, elle est propre à chacun. Je dirais, c'est essayer de susciter un imaginaire en donnant à chaque site une ambiance particulière pour qu'il y ait un sentiment d'un ici et pas d'un ailleurs. Alors, ici les tracés, ici la topographie, je ne suis pas raccord, le monde du vivant qui crée des ambiances particulières, et enfin le monde de ce qu'on peut imaginer quand on voit effectivement un lieu, chacun avec son bagage culturel, son bagage de l'enfance, des images qui nous ont constitués. Donc je vais parler de 3 projets pour illustrer ce travail un peu de comment travailler, comment dessiner la ville, en toute modestie, par le paysage. 3 projets qui ont été réalisés dans les 20 derniers... Enfin, certains sont terminés, d'autres sont en cours, et d'autres sont en train vraiment de se démarrer dans leur réalisation. Ils ont en commun d'être tous installés, sur des anciennes friches ferroviaires, portuaires ou industrielles. Donc, on hérite d'un sol, on hérite de construction des fois. Donc, le premier, c'est le parc de Clichy-Batignolles, le parc de la ZAC de Clichy-Batignolles, avec son parc, le parc Martin Luther King, à Paris. Donc, on est à Paris, la ville dense, entre les quartiers en périphérie de la banlieue, qu'on voit à l'arrière de cette image. Et donc, le quartier était 40 hectares de friches ferroviaires. C'est un projet qu'on a fait avec... à chaque fois, il y a des équipes d'architectes, d'urbanistes, de techniciens. En l'occurrence, dans ce projet-là, c'était François Greter, l'urbaniste, qui a fait son travail d'urbaniste, on était dans une répartition classique, l'architecte urbaniste et du paysagiste qui travaille sur le parc et les espaces publics. Donc 40 hectares de logements qui accueillent maintenant 3600 logements. Un projet avec un parc central, que nous l'avons mis en position centrale, de 10 hectares. Donc ce projet a duré 20 ans. Et là, on va parler de la notion de temps. Et c'est Paris, avec un cadre économique très fort. Ce n'est pas le cas de toutes les villes. Donc pendant ces 20 ans, il y a eu
3 grandes étapes pour fabriquer les quartiers, mais le parc aussi. C'est-à-dire que le parc de 10 hectares s'est fait en 20 ans. Le quartier aussi, mais etc. Ce qui est intéressant, c'est que ce projet, le parc, a initié la transformation du site. C'était la première pièce du quartier. En ouvrant un espace de nature, il a permis aux habitants de s'approprier ce futur quartier avant même que les premières constructions soient commencées. Donc, dans ce projet, voilà les 3 étapes du projet. On voit tout autour la ville se constituer. Dans ce projet, mon rôle a été de faire émerger une nouvelle polarité, une une centralité de proximité. C'est devenu en fait l'endroit, ça a remplacé la place du quartier, et c'est devenu l'élément central de ce quartier où tous les bâtiments se sont construits dans cette période de 20 ans. Le parc est au cœur du projet, et donc on l'a, au lieu d'être, comme dans les parcs 19e, enfermé dans un monde de nature préservé, on l'a ouvert sur la ville. Les allées sont dans le prolongement, la trame des allées épouse la trame urbaine, et les allées se prolongent dans les rues tout autour, ou l'inverse, les rues se prolongent par des allées au cœur du parc. Il s'ouvre largement sur les quartiers tout autour par une douzaine d'entrées. Il a fallu qu'on est parti, vous avez vu la première image, c'était un terrain complètement recouvert d'infrastructures. Il a fallu procéder à un important travail de restructuration et de compactage des voies ferrées pour un des premiers principes qu'on avait avec François Gretter, c'était installer un quartier, des constructions et des arbres dans de la pleine terre. Donc on a essayé d'avoir le maximum de terrain en pleine terre pour pouvoir justement travailler ensuite un sol fertile et ancrer à la fois les bâtiments et la végétation. En fait, sur la composition paysagère, elle s'est basée sur trois thèmes: l'eau sous toutes ses formes, le corps et les usages, puisqu'on s'est inscrit dans l'histoire des Jeux Olympiques de 2005, il y a longtemps, et le spectacle des saisons dans la ville. Donc l'eau est exprimée dans ce projet de différentes manières, techniques, en récupérant toutes les eaux pluviales pour se servir à l'arrosage, environnementale, en créant des différents bassins biotopes qui accueillent toute une végétation, une faune qui s'est installée d'elle-même, et puis une eau ludique sous forme de places de jets d'eau, de fontaines qui ouvrent des usages notamment, et très appréciés l'été, et notamment maintenant avec les périodes de chaleur qui sont de plus en plus nombreuses. Donc ces espaces, le corps, c'était aussi bien le repos, offrir le maximum d'espace d'usage pour le bien-être des habitants, mais aussi du sport, qu'il soit organisé ou bien fait de manière très spontanée, ce qui se passe actuellement. Enfin, le troisième thème, les saisons, c'était de créer des saisons d'une manière géographique et spectaculaire, de manière à ce que on donne envie de venir à certains moments donnés voir les cerisiers en fleurs ou les arbres à l'automne pour profiter de cette nature. C'est une nature sublimée dans la ville dense. Je ne détaillerai pas les projets urbains. L'autre projet, c'est un projet d'un écoquartier à Rouen, qui est au bord d'un fleuve, une ancienne friche portuaire et ferroviaire, c'est donc aussi 90 hectares de terrain. Et vous pouvez voir sur un sol extrêmement encombré, un espace très enclavé. Donc il fallait redonner cet espace-là à la ville. Et donc la ville a elle-même beaucoup investi pour transformer l'image de cette friche, pour rendre le site, par le paysage et par les espaces publics, la rendre attractive, et donc valoriser le site pour pouvoir attirer ensuite des promoteurs, des constructions, pour faire un nouveau quartier.
Donc ce projet a 2 échelles et a été traité à 2 échelles. L'échelle du fleuve, en créant une promenade de 3 kilomètres de long, et c'est un projet qui a été fait avec une autre agence de paysage qui s'appelle In Situ. Et c'est une promenade qui permet d'aller de ce site jusqu'au centre-ville dans une continuité. Et donc on révèle toute la traversée de la Seine à Rouen. Ensuite, l'autre échelle, c'est celle de la ville, du quartier en lui-même, avec la création d'une importante trame d'espace public, d'un programme mixte d'activités et de logements, 2600 logements, en reconvertissant ce territoire enclavé, complexe, traversé par les infrastructures ferroviaires, routières et industrielles. Et c'est là donc qu'on a travaillé en posant une robuste armature paysagère qui remet de l'ordre dans ce site confus. Donc c'est un projet, on l'a commencé en 2008, les premières études, et peut-être se terminera-t-il en 2035, on n'en sait rien. D'où l'intérêt de mettre en place des structures fortes par le paysage. Donc cette structure forte, on l'a organisée comme un cardo d'Ecumanis, avec un grand canal vert et bleu qui relie les quartiers arrière à la Seine, et puis une place d'entrée de ville qui permet de relier ce quartier de l'autoroute au centre-ville. L'ensemble constitue une trame, une vaste matrice d'un système de recueil des eaux, c'est-à-dire que le canal sert à ça. Tous les espaces publics amènent l'eau pour l'amener jusqu'à la Seine. La préparation du site a nécessité un vrai travail en profondeur sur le modelage des sols. Donc là, on voit une plateforme des terres. Donc c'est ce qui se fait aussi dans ces grands projets. Souvent, on a, si l'espace le permet, d'avoir une plateforme où on peut retraiter les terres, qu'on réutilise, qu'on revitalise, qu'on retravaille pour pouvoir les utiliser sur le site. Et donc, on a commencé la transformation de ce quartier, en commençant en faisant un grand parc de 13 hectares sur cette presqu'île qui était vraiment inerte, vers une reconfiguration, plantation de plus de 100 000 retravail de la pollution, des sols, reconfinement, modelage des terres pour pouvoir accueillir plus de 100 000 jeunes plants. Et puis là, le quartier se continue. En fait, on travaille actuellement, ces photos datent de cette année, sur la réalisation de ce canal qui enfin prend place pour structurer et accueillir le développement du quartier qui va se faire progressivement dans un temps assez long. Voilà le parc aujourd'hui, avec donc la nature. Ce projet a été l'occasion de renaturer ces sols pollués et donc d'offrir de nouveau un paysage de nature en rapport avec le fleuve et en rapport avec la ville. Donc ce paysage nourri de la géographie et de l'histoire industrielle de ce fleuve qui marque fortement l'identité de ce quartier, donne une identité forte au quartier. Il en garantit aussi la résilience face aux aléas du climat, aux évolutions économiques et sociales. Cette armature paysagère offre une permanence, un ancrage. Et enfin, je terminerai par le projet qui se passe ici à Nantes. On a parlé de l'île de Nantes. Et ce projet, il illustre particulièrement, je pense qu'on va encore en reparler dans les jours qui viennent, c'est un projet qui illustre particulièrement le temps long du projet urbain. Ici, ce projet s'écrit depuis 25 ans. Comme une succession de saisons, comme une série avec différentes saisons, confiées à différents architectes, paysagistes, urbanistes, qui écrivent le scénario un peu sous forme de plan guide. Donc il y a eu 3 plans guides, il y en aura avec la 4e équipe, certainement un 4e. Donc la saison 1, initiée par Alexandre Chemetov. Et je rappelle aussi que dans cette démarche, c'est une démarche vraiment expérimentale de faire la ville, qui s'appuie sur une maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage engagée et ouverte à l'innovation urbaine, qui s'appelle la Samoa, et qui
qui travaille sur d'autres projets à Nantes. Mais en tout cas, ce projet est très soutenu par ce travail de recherche, d'innovation, de tester, de faire des actions, des grandes, des petites, pour pouvoir avancer au mieux en s'appuyant sur des principes de résilience, de bas carbone, de bien-être, de santé en ville. Alors, saison 1, Alexandre Chimetov, donc en 2000, a révélé l'identité industrielle de l'île. Il a carrément posé, je dirais, l'ADN de cette île de Nantes qu'on dit, quand on raccourcit IDN. Il a expérimenté un urbanisme d'acupuncture en traitant par petites touches dans différentes parties de l'île, puisque c'est 350 hectares, avec l'espace public comme lien, des interventions sur garder un mur en béton, faire de nouvelles constructions contemporaines. Il a réalisé le quartier de la création. La saison 2 donc il a travaillé pendant 10 ans. La saison 2, c'est Marcel Smet et les urbanistes Marcel Smet et Anne-Mie de Point ont donné à l'île sa dimension métropolitaine, avec des grands équipements, des grandes infrastructures, et de sortir de l'île de son enveloppe insulaire. Ils ont donc réalisé aussi, Chimetov a réalisé le quartier de la création, cette équipe a réalisé le quartier de la Prairie-au-Duc, composé de grands macrolots. Et enfin, la saison 3, c'était notre équipe, avec paysagiste mandataire, et Claire Shorter, l'agence LAC, architecte urbaniste. Et on a recentré le projet sur la Loire comme grande centralité, en s'appuyant sur l'histoire géographique. Donc voilà les 3 plans guides, excusez-moi, je ne suis pas raccord. Et on s'est appuyé sur le paysage de Loire, dans cette forme de paysage extrêmement mouvant, composé de bras d'eau qui se reconstituent, qui bougent, une espèce un paysage mouvant. Et son histoire, puisqu'on voit ici, on voit que l'île était traversée par ces bras d'eau. Donc on a essayé de s'appuyer sur cette histoire pour proposer une nouvelle structure, conforter la figure paysagère mise en place par l'équipe précédente, et donc de s'appuyer sur un système, une structure, une armature, qui, elle, accompagne tout le développement. On est moins comme dans les autres projets en imposant une grande forme, une grande armature. Là, on s'immisce par une trame végétale. Donc, on a défini une figure paysagère et de trame d'espace public donc avec un système de parcs qui s'infiltre sur les traces des anciennes boires ou bras d'eau au cœur de l'île, qui s'appuie sur des parcs existants, parc des Chantiers, le jardin de l'Estuaire, la Boire Sainte-Anne et enfin le parc de Loire. Bien sûr, ce projet va encore évoluer puisqu'il y a une 4e équipe dont je n'ai pas parlé qui travaille, qui est nommée depuis cette année, qui, elle, va inscrire la transition écologique et la participation au cœur du processus. Enfin, il a été bien sûr question de créer, donc il y a eu tout un travail d'immiscer la nature dans le bâti. On a réfléchi vraiment main dans la main, je dirais nature et ville en même temps, avec l'équipe de Claire Shorter pour infiltrer la nature entre les différents programmes. On a donc sur le quartier de la République qui a été inauguré en début d'année, on a poussé ces mêmes concepts de petit, de grand, d'infiltrer la nature du balcon dans toute une succession d'échelles, passer par les venelles, les places, les parcs de proximité pour aller rejoindre les grands parcs métropolitains qui sont au bord de la Loire. Donc, ce quartier République a été conçu dans un esprit faubourien. Il mêle le petit et le grand dans un ciselage très fin du tissu parcellaire et du bâti, en opposition avec l'architecture de l'urbanisme en macrolot. Le travail a été mené très finement par Claire et nous sur la partie des espaces publics. Donc évidemment, sur ce terrain, il a fallu préparer le terrain, comme les autres projets, pour pouvoir rendre un sol fertile et passer du sol fertile au
au socle urbain fertile pour travailler avec tous les espaces à différentes échelles au niveau du rez de ville, et donc de démultiplier la présence de la nature pour que la nature devienne une évidence dans ces quartiers. Donc on passe de petits aux grands parcs linéaires qui vont traverser cette île. En conclusion, le paysage constitue bien plus qu'un cadre pour la ville. Il est le socle, l'origine et l'horizon. C'est lui qui relie les échelles, du brin d'herbe à l'horizon, qui tisse les liens entre passé et avenir, entre usages quotidiens et enjeux planétaires. Dessiner la ville par le paysage, c'est accepter de composer avec le temps long, avec l'incertitude, mais aussi avec la puissance créatrice du vivant. C'est une manière d'habiter le monde en l'enrichissant plutôt qu'en l'épuisant. Je vous remercie.